Donc je suis Emma Cognier, designer textile, installée à Bruxelles depuis maintenant quelques années, où j'ai un atelier, partagé avec, d'autres, designers et architectes à Zaventem. Mon parcours, pour en parler brièvement, est principalement lié au domaine du textile. Donc j'ai fait un démarrage, avec une formation, au métier d'art, où c'était principalement lié à l'artisanat, à l'apprentissage des techniques de tissage, broderie, teinture. Et ensuite, j'ai continué mon cursus à l'École des beaux-arts de Lyon, où là, c'était beaucoup plus axé sur, l'impression textile et le motif. Et puis j'avais envie de continuer, un master à la Cambre, qui m'a permis vraiment d'appréhender beaucoup plus, la question de la spatialité, et de questionner vraiment de plus près ce lien qui existe entre textile et architecture. Hem, donc mon processus, de designer, se base, principalement sur le détournement de matériaux spécifiques et sur la redécouverte de techniques artisanales. Je considère ma pratique, comme un terrain de jeu expérimental pour étudier les matériaux, les usages et l'interconnectivité entre les cultures. Mes projets naissent souvent d'une rencontre, humaine avec un lieu ou un matériau. Je travaille souvent dans une démarche de collaboration, avec des praticiens ou des praticiennes issus d'horizons diverses et j'aime me réapproprier des matériaux qui sont le plus souvent industriels. Je les choisis, aussi pour leur capacité de résistance à leur environnement, avant de m'éloigner de l'usage habituel qu'on leur attribue. Donc dans cette idée, il y a quelque chose de me rapprocher aussi, de leurs valeurs intrinsèques et hem et de rappeler à leur humilité finalement, en expliquer, montrer ce qu'ils sont réellement. Je suis vraiment influencée par les espaces dans lesquels je vis, par mon environnement proche et immédiat. Mon travail revendique une forme, de complicité avec mon environnement bâti. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment partir de l'existant. C'est même un jeu pour moi, je pense, d'aller à la racine de toutes petites choses que l'on peut changer ou de simplement faire un lien entre des formes ou des objets qui existent déjà. Donc le médium textile est pour moi, un moyen d'élargir les qualités sensibles propres à l'espace et de favoriser l'expérience personnelle de l'usager. Hem, Ce qui me plaît, voilà, avec le textile, c'est d'instaurer un rapport presque sensoriel à l'espace, questionner la fluidité, et c'est la capacité aussi à créer des transitions entre l'intérieur et l'extérieur, pour faire écho à ce qui construit aussi nos besoins d'intimité. Et finalement, j'utilise aussi le textile pour articuler des expériences d'être dans le monde et de renforcer, notre sens de la réalité et de soi. Donc je pense que mon travail oscille, entre observation et pratique de terrain, hem et ouvre en fait, des réflexions sur les possibilités de résistance ou de réorganisation du monde matériel. Donc mes expérimentations, textiles, donnent souvent lieu à la création de mobilier textile, donc unique et sur mesure. Je travaille, je fais aussi pas mal d'autoproduction, hem, donc dans mon atelier, mais je réponds aussi à des commandes, souvent, de la part d'architectes. Hem Et c'est vrai que je développe aussi en parallèle une pratique plus artistique, d'installation in situ, donc pour, des contextes, plus de festivals, expositions, donc voilà, c'est plus des installations éphémères, voilà et créer des pièces, parfois plus culturales, expérimentales. On est moins dans la fonctionnalité, dans l'usage. Donc j'ai sélectionné quelques projets qui me semblaient intéressants à vous montrer, qui mettent justement en jeu mes expérimentations de techniques, d'assemblage, avec des matériaux, non conventionnels qui sont issus de l'industrie. Donc le premier projet dont je vous parle, c'est Système T. Donc pour ce projet, je me suis vraiment nourrie des utopies de Yona Friedman, des villes spatiales et mobiles dans lequel l'usager conçoit lui-même son environnement bâti. Et je pense que j'ai été aussi influencée par un courant, actuel du design avec, par exemple, des collectifs comme Rotor ou Assemble Studio
qui remettent en question, le statut du designer architecte, qui n'est plus, seulement d'avoir les idées, de les faire exécuter, mais qui ont vraiment envie de renouer avec la matière, avec le faire, avec l'acte de faire. Et c'est aussi dans un contexte de crise, du logement, de crise économique que je me suis intéressée à la question de l'habitat, de l'espace domestique et comment l'art, le design pouvait créer de nouvelles narrations finalement, dans un monde, abîmé et réinventer des objets ou des dispositifs qui suscitent un bien vivre ensemble, une meilleure cohabitation finalement entre les êtres vivants. Donc j'ai initié le projet Système T lors de mon enfin là, au moment de mon projet de diplôme. Hem, donc là, vous pouvez voir une première image, de collecte des gaines, de chantier, dans la, que je collectais, initialement dans les bennes de chantier, directement dans la rue. Donc c'est un projet qui explore justement ce matériau, des espaces invisibles, en fait, les interstices de nos habitations. C'est une gaine plastique qui est habituellement utilisée pour protéger les câbles des installations électriques et et voilà, j'ai fait le constat, en fait, de la profusion, des déchets, produits par le BTP, et c'est pour ça que j'ai commencé à en collecter et petit à petit, j'ai aussi cherché à avoir une ressource plus fiable, parce que dans mes expérimentations, je trouvais que c'était intéressant de passer à des échelles plus grandes. C'est là que j'ai commencé, du coup, à contacter directement des fabricants, et aussi de m'intéresser finalement au cycle de production de ce matériau et donc là, désormais, je travaille principalement avec une usine qui est basée en France, qui est une entreprise, plutôt familiale, et qui a en fait, commencé dans les années 60, à fabriquer des jouets en plastique pour finalement se tourner vers le secteur du BTP et j'essaie de m'appuyer sur leur surplus de production, et de récupérer aussi les chutes, de gaines abîmées qu'ils utilisent en laboratoire pour tester l'efficacité de leurs produits et et voilà, il y a aussi certains produits qui sont défectueux et que je me suis rendu compte, de tous ces aspérités, de tous ces défauts, finalement au fur et à mesure, de mes recherches. Par exemple, sur cette image, des gaines jaunes, on voit, le passage d'une couleur à une autre qui fait qu'en fait l'extrudeuse, elle est toujours en continu, elle est en continu et quand ils vont changer de couleur, bah, il y a un dégradé qui se crée et c'est cette variation de teinte finalement que je trouve assez belle, à valoriser aussi dans mes pièces. Donc ce qui m'intéressait avec ce projet, c'est évidemment de partir d'une forme très élémentaire, donc celle du tube, qui présente déjà des caractéristiques et des propriétés mécaniques sur lesquelles je me suis appuyée. Ça a vraiment été le point de départ de ma recherche. Donc c'est un matériau qui est recyclable, donc qui est fabriqué en polypropylène et qui a plutôt un bon cycle de recyclage. Il est aussi peu cher et il résiste, il est conçu pour résister aux chocs et aux intempéries. Donc malgré son apparence très, banale, on va dire, il a quand même certaines, caractéristiques intéressantes. Et on en trouve partout, donc il est produit massivement par le secteur industriel. Et je pense que très vite, dans cette réappropriation de ce matériau, il y avait un rapport au temps aussi qui m'intéressait, dans le sens où je transforme un matériau qui est peu considéré à travers une technique artisanale de tissage de perles, qui ramène à quelque chose de précieux. Et cela, ça implique un processus lent de mise en œuvre. Et donc derrière cette idée, il y a l'envie de déconstruire aussi une logique de croissance comme pour inverser le processus. Donc, au niveau de la technique, là, vous voyez, différents échantillons. Hem, voilà, j'ai essayé de vraiment expérimenter, sur la couleur, le motif, les différentes manières de nouer, de tisser, qui m'ont amené, différentes qualités, en fait, d'articulation et de souplesse, de ces textiles. Donc, je me suis rendu compte petit à petit que c'était, en fait, une technique, très élémentaire, de tissage de perles que j'utilisais, qui est en fait à la base, le plus souvent utilisé pour créer des bijoux, des parures à l'échelle du corps. Mais le changement justement d'échelle du matériau, me permet directement de me projeter à des plus grands formats et permet des développements à une échelle architecturale.
Et donc, dans la technique, en fait, je dépends pas d'une machine, d'un cadre comme, par exemple, un métier à tisser. Donc je suis assez illimitée en termes de format. C'est justement, ben, l'espace-PM dans lequel je tisse qui va déterminer la taille. Et je travaille principalement avec, des cordes, en polyester recyclé ou des invendus d'usine, des fins de stock. Et l'idée, c'était vraiment de créer une surface, textile, robuste, facilement manipulable et transportable. Donc, cette gaine, elle est décomposée, il y a toute une phase de découpe, puis elle est réassemblée à l'aide de cordes, un peu comme un jeu de construction. Et cette technique de tissage, elle me permet vraiment de créer des variations assez infinies, et de jouer sur différents rythmes, sur différentes densités, ce qui me laisse quand même une assez grande liberté de création sur la couleur, sur, la vibration, sur les motifs. Hem, je pense que pour moi, c'était important de garder une certaine, voilà, sincérité des matériaux, comme je l'ai expliqué au début, qui conservent leur personnalité, d'ingénierie, mais qu'en fait, cet assemblage et ce tissage va amener une valeur ajoutée, et on va presque oublier, en fait, le matériau, finalement. Par exemple, sur cette pièce que vous voyez, Turborama avec vue, j'ai exploré la possibilité de créer des ouvertures, de jouer sur des systèmes de poids qui mettent en tension le tissage pour créer différents effets et stabiliser la pièce. Donc c'est vraiment une technique assez rudimentaire qui me permet pourtant d'explorer, différentes articulations de la surface selon les qualités, des cordes utilisées et d'imaginer différentes possibilités d'ouverture, de fermeture, de fixation. J'utilise du coup parfois des cordes élastiques pour la rendre plus extensible. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de dialoguer avec, des structures architecturales déjà existantes et de jouer avec des contrastes, avec des décalages. Je pense que ce qui me fascine, c'est comment faire cohabiter, cette pièce dans des espaces, aussi, parfois contradictoires, on va dire. Hem Et je pense que voilà, dans cette idée de déconstruire, de reconstruire une technique ou un savoir-faire, pardon, je pense que j'imagine ce projet, voilà, comme l'idée d'un système autonome et aussi un peu accessible et low-tech. Et dans cette idée-là, j'ai aussi, développé mes propres outils. Donc là, vous voyez la guillotine à tuyaux qui est, fabriquée à partir d'un simple, couteau de cuisine et d'un système de levier, qui permet, rapidement, disons, de découper, toutes ces gaines. J'ai eu l'occasion, de mettre en place un workshop participatif, ouvert aux habitants et habitantes du quartier d'Anderlecht à Bruxelles, donc ça, c'est cette série d'images que je vous montre ici. Je pense que ça c'est une expérience qui m'a permis d'ouvrir mon processus, hem, à un contexte plus social, de collectivité, et je pense que je me suis rendu compte que justement le processus est très simple et il permet d'être très accessible et d'ouvert, d'être réapproprié très facilement par les gens, et je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse, aussi à développer. Pour l'instant, c'est des premières expériences, mais c'est des choses que j'aimerais, continuer à questionner. Hem, donc système T, dans ce projet, je me suis très vite intéressée, et j'ai focalisé mes recherches sur la question de la paroi. Donc c'est un projet, voilà, qui réinterprète, finalement la consommation de la matière, de la standardisation industrielle pour ouvrir à de multiples variations et appropriations personnelles. Donc en dénunant les structures et les couches de l'habitation, c'est un projet, voilà, qui questionne les dispositifs qui séparent le privé de l'extérieur et le caché du visible, tout en faisant écho à nos espaces d'intimité. Et en fait, le tuyau, il est déplacé hors des murs pour, redevenir paroi. Donc voilà, il y a l'idée que la structure devient revêtement et le revêtement devienne structure, comme finalement flouter une distinction entre la structure et l'ornement. Et comme, donc vous voyez ici, cette, paroi, ajourée, c'est vraiment dans l'expérimentation physique de la surface tissée que j'ai pu découvrir ces différentes qualités de filtre. Et là, voilà, elle devient ajourée en raison du poids des tuyaux. Donc j'ai commencé, à répertorier les différentes typologies de cloisons légères, comme
les claustras, les stores, qui sont utilisés dans différentes cultures pour répondre à des problématiques climatiques, comme celle de se protéger du soleil. Et j'évoque ici le travail du théoricien Gottfried Samper. Pour lui, en fait, l'architecture commence vraiment par le textile, c'est-à-dire que les éléments légers et tissés comme la natte, le tapis, la tenture, la couverture. Et en fait, c'est pas le mur en briques ou en pierre dur et lourd, mais ce sont ces éléments textiles qui indiquent que l'architecture est née d'objectifs climatiques. Et pour lui, c'est la mission fondamentale auquel l'architecture répond. Donc, dans cette recherche sur la paroi est né Turborama, une cloison qui se déploie comme un rideau et qui est fonctionnelle aussi bien en intérieur qu'en extérieur, en tant que séparation d'espace et écran filtrant. Donc là, vous voyez différentes propositions et déclinaisons de cette paroi, avec aussi certaines commandes que j'ai réalisées pour l'architecture, donc parfois sur des roulettes. Et là, j'ai aussi sur cette autre image créé un rideau plutôt à la base anti-mouche que j'ai conçu dans une ferme au moment où je vivais pendant le Covid. Donc c'est vrai que ces idées sont aussi nées des espaces dans lesquels j'ai vécu et qui m'ont donné les idées d'expérimenter directement avec les éléments, l'environnement que j'avais à proximité. Donc je considère quand même mes pièces à la fois comme des éléments fonctionnels, structurels, qui permettent une division, une perméabilité de l'espace. Mais je les vois aussi comme des installations plus culturelles, qui sont vraiment influencées par les pratiques vernaculaires. Je pense que c'est vraiment une volonté pour moi de me laisser plus guider par les usages et voilà, de questionner finalement, ces espaces intermédiaires, ces espaces d'entre-deux, la question du seuil. Et je m'interroge, aussi du coup sur la signification, la portée narrative de ces dispositifs, tout en dialoguant avec, différentes, identités culturelles. Finalement pour comprendre ce qu'elles ont en commun et ce qui m'amène justement à créer ces objets qui sont, pour moi des objets aussi de partage et de cohabitation. Hem, je pense que je suis éclairée par des architectures, comme, audacieuses comme celle de Rural Studio, mais aussi par la vision radicale du philosophe Ivan Illich, qui distingue le fait d'être logé et d'habiter. Donc ce projet Système T, il m'a permis de m'ouvrir à d'autres champs, disciplines que celle du textile, donc comme celle de l'architecture, mais aussi de l'art. Et j'ai développé une pratique donc d'atelier où j'ai produit, tissé, imaginé mes propres objets. Mais j'ai toujours eu envie de me confronter à des expériences plus de terrain, en réfléchissant plus vis-à-vis du contexte historique ou culturel, tout en travaillant avec des ressources locales et facilement accessibles. Et c'est dans cette volonté d'agir et de sortir aussi de mon champ, de ma propre discipline, que j'ai rencontré l'équipe de Zerm et découvert l'ancien monastère des Clarisses à Roubaix. Donc, le contexte de ce projet, c'est un projet de réhabilitation d'un bâtiment historique classé, construit par le baron Beuthien à la fin du 19e siècle, dans le quartier de l'Épeule à Roubaix. Il est inhabité depuis 2008 et c'est un bâtiment qui est inscrit à la liste des monuments historiques en 2010. Et il est valorisé depuis par l'association des Amis du monastère des Clarisses de Roubaix. Et l'association ZERM est une association d'architecture qui a pour objet la production et la diffusion de connaissances liées aux techniques de réhabilitation en architecture. Par réhabilitation, ils entendent le processus qui vise à redonner une affectation à des objets existants, des matériaux, des techniques ou des bâtiments abandonnés, vides et ou considérés communément comme déchets. Donc en fait, en collectif, ils se demandent comment atteindre un confort suffisant au quotidien dans ce monastère qui, au fil des saisons, et qui est un monastère donc assez vaste et non isolé et dont l'aspect historique doit être conservé. En fait, leur projet, c'était de réhabiliter une partie des cellules, des anciennes cellules des sœurs en auberge
et ils ont réalisé plusieurs prototypes de lits clos avant d'arriver au prototype final sur lequel j'ai travaillé et que nous avons eu l'occasion de présenter lors de l'exposition Les usages du monde, qui a eu lieu dans le cadre de Lille Métropole, capitale du design en 2020. Donc là, vous voyez le prototype du lit. Donc c'était l'idée d'un système de boîte dans la boîte et de s'inspirer en fait du principe du lit clos, mais aussi des capsules d'hôtels japonais, des lits à baldaquin médiévaux. Baldaquin, pour revenir sur l'étymologie du mot, ça signifie ciel de lit d'où pendent les rideaux. Et en italien, baldacchino est dérivé de baldaco, qui est la forme toscane du nom de Bagdad, siège de fameuse fabrique de soieries. Donc ce prototype de lit, en fait, il est applicable à toutes les cellules du couvent. Et il est fabriqué à partir de matériaux de réemploi qui génèrent un minimum de chute. Toute la structure, elle est fabriquée à partir d'un bois local et les plaques de mélaminé proviennent du World Trade Center à Bruxelles, qui était à ce moment-là en train d'être démoli. Je pense qu'il y avait l'idée d'aller assez loin dans la rationalisation, en concevant de manière non idéomorphique, donc en ne dissociant pas l'être de la forme, la matière de sa mise en forme. On a essayé d'aller vraiment dans le sens de la réhabilitation et du réemploi, avec comme objectif de réaliser le moins de pertes, de simplifier les démarches et les étapes de production. Et la forme du lit, finalement, s'est adaptée aux dimensions et aux quantités de gisements et de matériaux récupérés. Il y a un fort passé avec la tradition textile et industrielle dans le nord de la France. Et je pense que pour moi, ce travail raconte aussi cette histoire. J'ai choisi les matériaux textiles à la fois pour leur qualité d'isolation, de robustesse, mais aussi pour parler d'un héritage propre à la région de Roubaix. Donc l'intervention du textile dans ce contexte historique prenait pour moi du sens, parce que ça évoque aussi les tapisseries au Moyen-Âge qui recouvraient les murs des châteaux pour se protéger du froid. Donc cette couche intermédiaire entre l'immobilier et le mobilier qui rassemble tous les éléments architecturaux non porteurs, donc le tapis, le rideau, la tapisserie. Et c'est d'ailleurs le lin que nous avons utilisé venait d'ailleurs des chutes de production de la réhabilitation du château de Chambord, qui avait servi à refaire le lit du roi François Ier et ça a été un don offert par la CELC, la Confédération européenne du lin et du chanvre. Et les pans extérieurs du lit sont donc des chutes de production de l'entreprise Norbache, qui est basée à Tourcoing et qui sont des bâches principalement utilisées pour les camions. Donc en fait, on s'est très rapidement entendu pour travailler sur cette partie textile selon un principe de couche amovible pour répondre vraiment au caractère saisonnier du lieu. Donc là, vous voyez un peu la déconstruction par strates du lit. Donc la première couche est en moustiquaire, car le monastère est traversé par un ruisseau. Donc c'est une zone assez humide avec beaucoup de moustiques. La deuxième couche, elle est en lin pour l'hiver. Et donc elle est installée au plus proche du corps. C'est une matière qui favorise le sommeil, qui a des propriétés thermiques, hydrophiles, acoustiques et antibactériennes, qui permettent de conserver la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. Et la dernière couche en bâche, c'est plus la coque extérieure du lit, que j'ai vraiment dessinée comme une parure. C'est aussi une des seules faces en fait qui est visible quand on rentre dans les chambres. Donc il y avait vraiment l'idée, je pense, de travailler sur des complémentarités de matériaux, ou des matériaux qui sont assez opposés, qui n'ont pas forcément l'habitude d'être traités au même plan. Donc au niveau de l'assemblage et de la production, donc j'ai effectivement développé tout un travail manuel assez fastidieux de couture pour la partie justement des bâches. Je trouvais ça assez intéressant de travailler cette partie ornementale, donc à partir de bâches de camion. Donc c'est un travail finalement à la main qui permet de revaloriser les imperfections, l'irrégularité. Donc selon Ruskin, c'est un écrivain du début du XXe siècle,
Cela représente pour lui, un véritable marqueur d'une certaine authenticité vivante qui est opposée à la machine inanimée. Donc il y a l'idée d'inverser les rôles, et les valeurs qu'on assimile aussi habituellement aux matériaux utilisés. Donc la bâche industrielle, en PVC, qui est une matière, plus pauvre, elle est mise ici au premier plan et travaillée artisanalement, tandis que le lin, qui est un matériau plus noble, il va passer au second plan et est traité, avec une technique de matelassage industriel. Donc là, vous voyez mes dessins, mes recherches, autour de la couleur, hem, où j'ai vraiment travaillé in situ, en fait. Donc la partie ornementale, elle s'est inspirée, du bâti, des ogives, des détails architecturaux et j'ai joué avec des motifs élémentaires, inspirés de l'art héraldique. Et cet ornement, ça devient aussi un élément de narration, voire de médiation en écho avec l'histoire du lieu. Toute la couture des bâches, elle a été faite dans la plus grande salle du couvent, qui est l'ancien monastère, qui est l'ancien réfectoire des sœurs Clarisses. Et je pense que la couleur, elle permettait aussi d'ajouter une certaine lumière, une gaieté, dans ces couloirs, assez sombres, et isolés. Hem, pour les motifs, en fait, aucun des lits n'est identique et hem et c'est en fait principalement lié aux chutes que nous avons récupérées et j'ai dû, jouer justement avec cette contrainte et la question des rayures, en fait, est très vite arrivée, comme solution, immédiate et pour répondre justement à la diversité des couleurs qu'on avait à disposition et en même temps, ça me permettait de créer un langage assez formel, un langage très commun qui les connecte tous entre eux et un peu, comme la manière de créer des membres d'une communauté ou d'une famille. Et pour le process, du matelassage industriel, donc là, vous voyez, les images, de quand j'ai fait matelasser, le lin, avec j'ai pris contact avec un matelasseur basé à Tourcoing qui en fait fabrique des dessus de matelas. Dans un premier temps, j'ai fait beaucoup de recherches à partir, d'échantillons et de tissus de matière, reçus par la CELC et donc finalement, je me suis dirigée vers ce matelasseur, hem, parce que c'était la seule manière pour produire rapidement, une matière. Donc il y a presque 7 mètres en fait, de matière qui permettent d'envelopper d'envelopper totalement le lit. C'est du rembourrage en laine biologique, hem et en fait le développement, il a été un petit peu compliqué parce que le tissu de lin était trop brut. Il y avait des petits morceaux de bois en fait, qui cassaient les aiguilles des machines. C'est là que je me suis rendu compte aussi finalement des limites, de ce processus, industriel en fait qui est beaucoup plus, conçu et programmé pour travailler avec du synthétique et pas forcément des tissus naturels. Hem, donc on a réalisé qu'une seule version de ce lit, avec le lin qui est celle la plus poussée au niveau des choix, artistiques, et conceptuels. Mais ça demandait malheureusement trop de travail et de coûts pour, l'appliquer aux 14 lits des cellules, du couvent et donc finalement, on a fait appel à une autre société, donc la société Isotis, qui produit des rideaux, isolants sur mesure et qui travaille avec beaucoup d'architectes, en France. Ils sont devenus, partenaires du projet et moi j'ai travaillé avec, les couturières pour leur donner, les dimensions exactes avec, des assemblages très simples, par scratch et par boutonnière qui permettaient beaucoup plus facilement d'enlever ces couches, d'hiver, et d'adapter les lits, à la saison estivale, et de ne garder que la couche en bâche pour l'été. Heu, donc ça a été pour moi, un projet en fait, qui a démarré dans le contexte, du 1er confinement pendant le covid. Ce qui a fait que je suis restée, sur place beaucoup plus longtemps que prévu. Mais finalement, ça m'a permis en fait de participer à la vie collective, avec l'équipe de Zerm. C'est un temps qui m'a permis de mieux appréhender le lieu, son espace cloîtré et hem
Et en fait, j'ai vraiment, vécu dans le monastère en dormant dans les lits que j'étais en train de façonner. Je pense que cette expérience collective, elle a questionné mon rapport à l'espace intime et vital. Hem Et je me suis questionnée sur les éléments dits essentiels dont nous avons besoin pour vivre. J'ai conçu ce lit, comme ma maison, en y ajoutant une fenêtre pour apercevoir le clocher, pour, déployer aussi les couleurs pour l'arrivée du printemps et finalement protéger les lits avec le lin pour, l'arrivée de l'hiver. Là, je vous montre un autre projet plus récent en date. C'est une installation, que j'ai, réalisée dans le cadre d'une exposition artistique. Hem, donc l'exposition s'appelait, The Waiting Room. J'ai été donc invitée à réfléchir en fait, au contexte plus historique du lieu aussi. C'est un petit pavillon qui est isolé et qui a été construit dans le jardin en fait, qui est actuellement maintenant l'école d'art de la Casque, qui était autrefois un hôpital. Et en fait, ce petit pavillon était, la salle d'attente pour les patientes enceintes et donc l'idée, je pense, c'était vraiment de les protéger contre les infections, possibles, en les, en les, séparant des autres patients. C'est une installation que j'ai appelée Underbelly, que j'ai fabriquée à partir d'un voile d'hivernage et de sacs de graines en plastique et de cordes. Hem Donc j'ai vraiment imaginé une sorte de draperie qui se déploie, tout autour de ce pavillon, un peu comme une seconde peau protectrice donc tout a été cousu, à la main et sur mesure, à partir donc de ce voile d'hivernage qui est en fait un tissu agricole utilisé pour protéger les semis du froid et des sacs plastiques de graines, que j'ai collectés en fait dans la ferme dans laquelle je vivais au moment de l'exposition. Et c'est un peu un assemblage, assez spontané pour moi qui évoquait aussi, la forme de certains rideaux lourds qu'on pouvait utiliser autrefois, dans l'atmosphère confinée d'un boudoir. Donc ces petites pièces de logement dans laquelle la maîtresse de maison pouvait, se retirer ou recevoir ses invités. Donc en introduisant cet élément, il y avait, l'idée de transformer, non seulement ce pavillon en espace un peu fertile, de le protéger et aussi de le rendre hospitalier, en créant, les conditions d'une possible intimité. Et en fait, le tissu, il est très fragile. Il a été exposé aux intempéries et en fait, il a été, abîmé pendant l'exposition et ça a été assez intéressant parce qu'on a pris, la décision, avec les curatrices, de le réparer et au moment des réparations, ça a introduit une autre dimension aussi, un geste, du soin et de la réparation que je trouvais assez intéressant, que j'avais pas spécialement, envisagé, mais que je trouvais, d'autant plus fort, je le trouvais presque plus intéressant finalement, avec ces réparations que sans ces zones, abîmées. Les dispositifs textiles et les objets que j'imagine permettent pour moi donc de créer des liens de proximité, comme des zones de rencontre et de convivialité. Le dernier projet que je vous présente, est un petit peu différent, hem, mais je le trouvais intéressant parce que je me suis justement penchée sur comment imaginer des zones de rencontre, cette fois-ci entre humains, et aussi entre non humains. Vous avez donc cette première image, qui donne un peu un indice de cohabitation. J'ai été invitée donc par des architectes, qui travaillent sur un projet qui s'appelle Superterram, qui est en fait un projet de recherche en co-création, qui se focalise sur les sols urbains bruxellois et la vie qui les anime. L'idée est de faire émerger en fait de nouvelles manières d'aménager les villes, plus sensibles au milieu de vie et aux multiples relations qui se déploient sous nos pieds. Hem, donc en fait, comment repenser les liens de proximité avec la nature? Comment mieux observer le vivant et créer des outils, voire, pédagogiques ou d'exploration? Donc là, ça se concentre en fait sur une zone dans un quartier de Bruxelles, Schaerbeek, qui est un vaste, terrain vague. Hem,
où il y avait anciennement des rails qui passaient et qui est complètement où la nature a complètement, repris ses droits, on va dire et il y a une faune et une flore, qui s'est créée. Sous des avec des sols qui sont complètement, issus, en fait, des déplacements, humains. Donc j'ai travaillé avec 2 architectes, une qui est paysagiste et on a imaginé, comment développer une couverture de sol en tant que dispositif d'observation des sols vivants. Donc un objet textile qui invite à mieux appréhender, à découvrir par soi-même des terrains plus hostiles de la ville. Et à l'issue des recherches, l'idée était d'organiser un événement pique-nique pendant qui célébrait aussi le solstice d'été, avec toute l'équipe du projet Superterram. Et c'était aussi l'occasion donc de tester ces couvertures, en pleine nature. Ça a été une conception un petit peu comme les lits à baldaquin, complètement adaptés aux gisements de matières textiles récupérées. On a fait un partenariat avec la Souplotech, qui fonctionne comme une récupératech, mais spécialement avec des matériaux souples. Donc c'est un collectif, qui à la base d'ailleurs, sont plutôt des designers textiles qui se sont, regroupés et qui aujourd'hui proposent une sorte de bibliothèque, de matériaux. Donc moi je me suis, amusée à aller chercher, plein de textiles, plutôt à utiliser pour l'extérieur, aussi pour le loisir et j'ai trouvé ça assez intéressant justement d'avoir une diversité, de matériaux, complètement, associés à des usages très spécifiques comme par exemple ce filet, qui est un filet en fait, de volley-ball. Sur les axes de recherche, en fait, on a fait tout un travail sur le déploiement, de ce textile, que j'ai imaginé un petit peu finalement comme un livre qui s'ouvre, qui se referme et qui se compacte assez facilement aussi pour pouvoir, l'emmener facilement avec soi. On a travaillé aussi un peu sur cette idée de différentes couches avec des degrés, de transparence et d'ajouré qui laissent à certains moments, le sol s'exprimer aussi. Donc c'est vraiment cette relation entre l'action et le terrain, entre le confort humain et non humain, que j'ai essayé de négocier, tout en créant un objet très flexible qui s'adapte, aux contraintes du lieu. Ce sont des recherches qui restent encore ouvertes et je pense qu'on a envie de les couvertures sont réalisées dans le cadre de cette recherche ont été mises maintenant à disposition et peuvent être empruntées par, différents usagers. Par exemple, elles ont été utilisées récemment, avec des enfants, donc comme outil pédagogique, d'exploration des sols vivants. Donc j'espère que ces différents projets, vous permettent de mieux appréhender le matériau textile et vous donnent un meilleur aperçu finalement du lien qui existe entre le textile et l'architecture. Avec ma vision sensible et parfois plus poétique, je me tourne, aussi, désormais de plus en plus vers le champ de l'art. Mais ce qui me plaît dans mon travail, c'est la diversité des projets auxquels, je peux me confronter, avec une volonté toujours de questionner mon médium dans différents contextes qui sont, liés tant à des enjeux intimes finalement que des enjeux collectifs et je souhaite vraiment continuer à collaborer avec des praticiens et praticiennes issus d'autres domaines que le mien pour croiser les disciplines, mettre en commun nos expériences et nos savoir-faire. Et dans le fond, je crois que je m'attache beaucoup à faire cohabiter des différences, que ce soit de manière esthétique, matérielle, mais aussi de manière plus conceptuelle. Je vois ma pratique en constante évolution puisqu'elle se construit au fur et à mesure des rencontres et des expériences, menées sur le terrain et je suis donc ravie d'être parmi vous durant ce workshop et j'espère que l'expérience sera enrichissante pour chacun d'entre nous. Merci pour votre écoute et bonne chance dans la suite de vos recherches.